Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie. Comme je disais un peu plus tôt, concernant l'implémentation des échanges de clés DHE éphémères, on va aborder ici le contenu plus technique. Plus en détail. C'est pas épeurant non plus. C'est juste vraiment de comprendre comment dans la réalité tout ça fonctionne. Donc, on est dans la partie un peu plus technique de la capsule. Donc en détail, qu'est-ce qu'on va voir? Mais c'est qu'on a pu approcher le concept même des échanges de clés des Diffie-Hellman avec en prenant le concept de mélange de couleurs comme une approche qui nous permet de saisir le fonctionnement comme tel. Mais cependant, on est bien d'accord pour dire que c'est pas très pratique dans les faits. On peut pas gérer la couleur mathématiquement de façon efficace. Puis il va y avoir des problèmes au niveau des... C'est des personnes comme moi qui ont à peu près 8 noms pour dire toutes les couleurs, même si on me donne une palette de 4000 couleurs avec des noms toutes plus fantastiques les unes que les autres. Mon vocabulaire au niveau de la couleur, ça arrête à peu près à 8 mots. Alors, ce qu'on va voir dans cette capsule-là, c'est vraiment comment c'est réalisé, comment que ça se fait dans la réalité. Le but aussi, c'est que ça reste simple de compréhension, simple d'accès. On va pas dans des fondements profonds. Cependant, ça reste que tout ce contenu-là est basé sur des années et des années de travail, de labeur et d'effort. Certains concepts ne sont pas expliqués, sont juste énoncés. Donc à vous vous pourrez au moins savoir où chercher si vous désirez avoir plus d'informations. Aussi la version EC qui est calcul par courbe elliptique, donc Elliptical Curve DHE, fonctionne de la même façon que ce que je vais vous montrer ici, et c'est ce qui est utilisé au sein même des ordinateurs. Mais pour nous, humains, c'est pas très simple d'approche. Alors, puis je pourrais même pas vous l'expliquer non plus. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est pas abordé dans cette capsule-là. Cependant, juste de retenir que dans la vraie vie, par contre, les calculs se font à l'aide de courbes de Fourier, de ce genre d'artefacts-là, donc des courbes elliptiques, un calcul par elliptical curve, qu'on n'abordera pas ici. Le fondement de tout ça, c'est l'arithmétique modulo. C'est un petit rappel mathématique. Vous avez peut-être oublié que vous le saviez. Alors, c'est quoi les modulos? C'est une division entière entre un nombre entier. Donc, c'est un concept que vous avez peut-être perdu de vue, mais quand vous étiez à l'école élémentaire, l'école primaire, rappelez-vous, si on vous demandait de diviser 9 par 5, la réponse que vous donniez, c'était, écoutez, 5 entre au moins une fois dans 9, mais il en manque 4 pour en rentrer 2 fois. Donc, la réponse était 1, reste 4. La division modulaire, c'est ça, la réponse. La réponse, c'est tout simplement 4. C'est le reste. C'est le reste de la division entière qui nous intéresse. En informatique, la division modulaire ou la division modulo est un outil qui est drôlement puissant, qui est utilisé à plein de sauces. Puis on va voir que en cryptologie, cet outil-là, associé à la particularité qu'ont les nombres premiers, devient un peu la base de la cryptologie numérique. Dans les faits, en informatique, c'est que dès qu'on travaille avec l'arithmétique modulo, c'est que ça nous permet de définir un espace de réponse. Peu importe la donnée en entrée, c'est qu'on va toujours pouvoir restreindre la réponse à un espace de possibilités. Pour que ça soit plus clair, on va faire un exemple drôlement simple. Imaginons qu'on a un système informatique qui reçoit des données en entrée. Ces valeurs-là sont séquentielles. Donc, on reçoit 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Mais on aimerait, au rythme de ces entrées-là, de ces valeurs-là, toujours restreindre le output dans un cycle de 12, comme par exemple pour faire une horloge.
Ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait x mod 12, où x, dans ce cas-ci, est la valeur en entrée, qui est la valeur séquentielle 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc, on aurait, dans un premier cas, 1 mod 12 égale 1. Donc, effectivement, 1 divisé par 12, ça rentre 0 fois, puis il reste 1, donc c'est 1. 2 mod 12 égale 2, et ainsi de suite. Quand on sera rendu à 13, on va retomber, on va dire 13 mod 12 égale 1, 14 mod 12 égale 2. Puis on revient dans ce cycle de 12-là. À 37, on revient, 37 mod 12, on revient à 1. Ça nous permet ici de restreindre une réponse qui a toujours une valeur à l'intérieur de 12. Ça, c'est le cas qui nous intéresse ici. On a vu que avec les couleurs, dans le cadre des clés Diffie-Hellman, ce qu'il faut faire, c'est tenter de reproduire ça avec des chiffres. Dans un ordinateur, tout se passe par calcul. Le concept de couleur aidera pas beaucoup en ce cas-ci. Puis on va devoir trouver notre fameuse fonction trapdoor, c'est-à-dire une fonction qui est simple dans un sens à réaliser et complexe à défaire dans l'autre. Donc notre fonction trapdoor, comme je parlais un peu plus tôt. Et la base du trapdoor, ça va être l'arithmétique modulaire. L'arithmétique modulo. Et la forme qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre G à la X mod P. Donc, comment on va décortiquer ça? C'est G va s'appeler le générateur et G va avoir une particularité. G doit être la racine primitive de P. Qu'est-ce qu'une racine primitive? C'est un concept, malheureusement, que je n'expliquerai pas ici. Vous pourrez aller chercher un peu plus d'informations, mais c'est un nombre qui est en une relation avec un autre et a certaines propriétés et certaines particularités qui sont recherchées dans le cadre de ce qu'on désire générer ici. Donc, G est la racine primitive de P. P est un nombre premier. On va l'appeler le modulo premier. On doit absolument avoir un nombre premier. P doit être absolument un nombre premier. Et ce nombre premier-là, ça va être idéalement un très grand chiffre. X, c'est la clé. C'est un peu la clé privée, un peu comme la couleur qui était privée dans chacun pour Alice et Bob. Mais c'est le X qui va prendre ce rôle-là de clé privée. Comme je disais tantôt, dans les faits, P est un chiffre énorme. Puis, souvent, quand je donne ce genre d'informations-là, on imagine des millions, des milliards. On n'est pas dans ce niveau d'énormité-là. On est dans le gigantesque. On parle de chiffres de 1024 bits à 2048 bits, donc les 2 à un très grand nombre. Et qu'est-ce que ça a de l'air? Qu'est-ce que ça donne? 2 à la 1024, ben, c'est un chiffre comme vous voyez là. C'est un chiffre qui a 300 positions. Et ça, c'est juste une clé là, de 1024 bits. Une clé de 2048 bits serait drôlement plus grand. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de nom pour cette taille-là. C'est gigantesque. Dans les exemples qu'on va donner, pour garder ça à un niveau humain, qu'on puisse comprendre ce qu'on fait, si je vais prendre des chiffres qui sont beaucoup plus petits, mais gardez toujours à l'idée que c'est ce genre de calcul, avec ce genre de chiffres-là, qu'on va pouvoir créer notre trapdoor. Donc, G à la X mod P. Encore une fois, on peut se poser pourquoi on a pris ça. C'est que dans ce cas-là, vu que G est la racine primitive de P, puis on va faire une division modulaire sur ce modulo premier-là, c'est qu'il y a une propriété intéressante qui va survenir. C'est que pour chaque exposant de X, la réponse de cette division-là va toujours avoir une chance égale de se distribuer dans l'espace de P. Et imaginons là, qu'on a un espace P qui est très grand. Bref, c'est un peu comme si on avait un chapeau avec plein de billets pour un tirage au sort. Tantôt, on a vu, quand on faisait modulo 12, il y a un cycle, il y a une façon de prévoir le prochain input, parce que si on est séquentiel dans un, le résultat de la division modulaire va être séquentiel aussi. On avait une relation qui était 1, 2, 3 jusqu'à 12, puis on venait ainsi de suite. Dans ce cas-ci, ça va nous permettre de générer de l'entropie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, imaginons
qu'on fait 3 à la 1 mode 17, ce qui revient à dire 3 à la mode 17 va donner 3. Ça va de soi, parce qu'on n'a pas encore dépassé la hauteur du chiffre premier, qui est 17. 3 à la 2 mode 17 va donner 9, parce que 3 à la 2 donne 9. Mais dès qu'on est à un autre niveau, on commence à pas avoir de relation séquentielle entre la valeur de x et sa distribution dans l'espace de réponse. 3 à la 3 mod 17 va donner 10. 3 à la 4 mod 17 va donner 13. 3 à la 5 mod 17 va donner 5. 3 à la 6 mod 17 va donner 15. Ça nous permet de peupler de façon assez aléatoire, ou très aléatoire, cet espace de possibilités-là. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir on va tirer profit de cette espèce de particularité-là afin de générer notre fonction trapdoor. Dans un cas, calculer G à la X mod P, c'est simple. Par contre, l'inverse est drôlement difficile. Si je vous dis 3 à la X mod 17 égale 12, que vaut X, vous n'aurez pas le choix de juste tester les valeurs de X pour en arriver là, de voir si c'est effectivement, si c'est le cas. Et en cryptologie, ça s'appelle le problème du logarithme discret. Le logarithme discret est dans le sens que un peu le logarithme associé à des nombres premiers, là. Puis c'est ce qui fait un peu la force de cet outil-là, c'est que c'est un problème reconnu, c'est un problème qui n'a pas d'équation connue qui permet de facilement faire ça, comme je vous dis, à l'inverse, à part essai-erreur ou certains algorithmes qui tentent de craquer un peu ce problème-là. Présentement, il n'y a pas de façon efficace connue de résoudre ce problème-là, et c'est pour ça que l'industrie a finalement sauté là-dessus pour créer cette trapdoor-là qui permet d'avoir une force, parce que si ça devient très complexe ou voire trop complexe à faire, c'est que ça vaut pas la peine de tenter de résoudre ces problèmes-là. Ça serait trop coûteux en termes informatiques à résoudre. Donc, on a notre pouvoir de dire que cette façon de faire est sécuritaire. Donc, la seule façon d'y arriver, ce serait d'essayer des nombres et de voir si ça fonctionne. C'est simple avec des petits nombres, mais avec des chiffres énormes, comme on a vu tantôt, ça devient très complexe à réaliser. Et dans notre exemple avec les couleurs, comment on va le réaliser, comment que ça va se faire, c'est que dans notre exemple avec les couleurs, Alice et Bob, eux, devaient s'entendre sur une couleur de base. Dans la réalité, Alice et Bob vont s'entendre sur un générateur et un modulo, le fameux G et le P. Puis Alice et Bob, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se choisir un nombre au hasard. Et ce nombre-là, un peu à l'instar de la couleur qu'ils gardaient pour eux, ils vont jamais diffuser ce nombre-là. Ils vont le garder pour eux. Ce sera l'exposant X. Alice va faire son calcul avec sa clé et va transmettre le résultat à Bob. Bob fera la même chose. Donc, si on prend, là, je vous dis ça en mots, mais si on prend notre animation précédente, lorsque j'avais utilisé des couleurs, mais qu'on va utiliser les chiffres, ça va devenir beaucoup plus clair, du moins je l'espère. Première étape, Alice et Bob s'entendent sur un générateur et un modulo premier. Dans ce cas-ci, je prends l'exemple 3 et 17, comme on a vu tantôt. Il faut toujours se dire que Eve est à l'écoute, et elle aussi capte tout ce qui se passe. Puis on va donner à Eve toutes les chances possibles de tenter de craquer l'algorithme. Donc, on est dans un monde 3 à la X mode 17, parce qu'on a un générateur 3 et un modulo premier 17. Eve est donc au courant qu'on a un générateur 3 et un modulo premier 17. Par la suite, Alice va choisir un nombre au hasard et elle va le conserver pour elle. Ce sera son exposant à elle. Donc, dans ce cas-ci, Alice va choisir un X qui vaut 15. Bob fera le même choix de son côté, un choix aléatoire, et va décider, par exemple, 13. Eve, elle ne peut pas savoir le choix de Alice ni Bob, car c'est de l'information qui n'est pas véhiculée. C'est de l'information qui reste strictement locale.
Puis Alice va faire son équation, va calculer son équation, qui est à dire, dans ce cas-ci, 3 à la x, ça va donner donc 3 à la 15, mod 17, va donner 6. Le résultat de son calcul, eh bien, elle va le transmettre à Bob. Le fait qu'elle ait transmis à Bob, Eve a capté cette information-là. Donc, Bob conserve le 6. Et Bob va lui aussi faire son calcul. Avec sa clé à lui, il va prendre 3 à la 13, mod 17, et ça va lui donner 12. En ayant calculé, en ayant le résultat 12, tout ce qu'il va faire, c'est transmettre ce résultat-là à Alice. Et par le fait même, Eve va elle aussi conserver cette information-là. Maintenant, c'est le côté, là, je l'appelle la partie magique, c'est qu'avec cette information-là et avec leur clé privée, Alice et Bob vont, chacun de leur côté, faire un calcul comme suit. Alice va prendre le résultat du calcul de Bob, va amener ce résultat-là à l'exposant de sa clé privée à elle, 15. Donc, elle va faire 12 à la 15, mod 17. Bob, lui, va prendre le résultat de Alice, 6, va l'élever à l'exposant de sa clé privée, 13, et faire le modulo 17 lui aussi. Et, comme par magie, tous les deux vont arriver au même chiffre, 10. 10 va donc être la clé privée, pas la clé privée, mais leur clé de session, leur clé de chiffrement symétrique qu'ils pourront utiliser chacun de leur côté pour communiquer entre eux à l'abri des regards indiscrets de Eve. Si on se met du côté de Eve, elle, ce qu'elle a en main, finalement, c'est le résultat de Alice, le résultat de Bob. Elle a le générateur, elle a le modulo premier. On pourrait croire qu'elle a tout en main pour résoudre elle-même, arriver au résultat de 10. Mais le problème, c'est qu'il lui manque quelque chose d'important pour elle. Il lui manque les informations de la valeur privée de l'exposant utilisé par Alice et Bob. Si elle tentait de permuter l'information avec 6, 12, 6 à la 12, mode 17, et ainsi de suite, ça ne fonctionnerait pas. Si elle avait, imaginons qu'elle a tout en main, elle sait qu'elle doit résoudre l'équation suivante. 6 à la x, mode 17, est égal à 12 à la y, mode 17. Elle doit trouver la valeur x et y afin de résoudre cette équation-là. Il n'y a pas de façon simple pour elle de résoudre l'équation, de définir l'égalité. C'est ça le problème du logarithme discret. La seule chance qu'elle va pouvoir faire, c'est de tester des x puis des y, un après l'autre, et voir quand cette égalité-là arrive. C'est ça, ça sera quand ils vont être égaux à 10, dans notre cas. Mais ça va lui prendre des années, car dans la vraie vie, là, le modulo premier est énorme. Ça y prendrait des années et des années, des décennies peut-être, avant d'arriver à craquer cette valeur-là. Puis quand on considère que cette valeur-là, ça ne sera qu'utilisée pour cette session de communication-là, parce que ce disque-là, aux prochaines communications, on va s'en régénérer un autre. Puis comme les chiffres sont tellement incroyablement gros, il n'y a pas une limite, il n'y a pas une quantité limitée de ces informations-là, ben ça devient drôlement compliqué, voire pratiquement impossible de craquer la communication. D'où le nom là, de confidentialité persistante parfaite. Il y a un peu de magie là-dedans, j'en conviens, c'est assez fantastique. Mais si on regarde sous un autre angle, en fait, ce que Alice et Bob ont fait, c'est le même calcul, mais de façon différente. On a vu qu'Alice faisait 12 à la 15, mode 17, tandis que Bob faisait 6 à la 13, mode 17. Mais ça revient à dire, et c'est là l'importance d'avoir une racine primitive du modulo premier. C'est un peu comme s'il faisait 3 à la 15 à la 13, autrement dit 3, la racine primitive qui a été utilisée par la formule, amenée à l'exposant d'une des clés privées à l'exposant d'une clé privée de l'autre,
Et c'est comme si chacun de leur côté, Alice calculait 3 à la 15 à la 13 mode 17 et que Bob calculait 3 à la 13 à la 15 mode 17. On sait très bien que 3 à la 13 à la 15 ou 3 à la 15 à la 13, c'est la même chose. C'est comme si on permutait les exposants. C'est la même valeur. C'est toujours le même calcul qui se fait. C'est juste une façon intéressante de faire ce calcul-là et une façon qui n'a pas n'a pas de façon de résoudre efficacement ce résultat-là, à part d'essayer toutes les valeurs de X et Y, comme on a vu tantôt. Peu importe comment on calcule, ce qu'on arrive dans ce cas-ci, on arrive à la valeur 10, qui sera utilisée comme clé de session symétrique. Donc, sans connaître les clés privées, ces clés privées-là, à part les tester, une à une, avec un exposant, sous la valeur du modulo 17, il est impossible de générer la clé qui sera secret partagé. Tout ce qui peut être fait, c'est de les deviner par une attaque par force brute, c'est-à-dire de, une après l'autre, les essayer. Si on utilise des nombres de 1024 ou 2048 bits, ce type d'attaque va prendre des dizaines d'années à résoudre, même avec les plus puissants ordinateurs, et en considérant que cette information-là n'est valide que pour une session, que pour une discussion, si l'on veut, on va le régénérer à chaque fois. Ça devient vraiment hors de portée des capacités informatiques actuelles afin de craquer. Peut-être un jour avec l'informatique quantique, qui est loin d'aboutir, peut-être ça sera possible. Mais présentement, avec les connaissances qu'on a en informatique, on sait que ce genre de factorisation-là est très, 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 très long et très coûteux. D'où la force de cette approche-là. Donc, c'était la capsule, le volet technique de Perfect Forward Secrecy. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez visiter le site saborexemple.com, rentrer en communication avec moi si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par le contenu, des contenus courts qui vous intéressent, si vous désirez vous impliquer de toute façon que vous croyez intéressante, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Il fera plaisir de voir ce qu'on peut faire. Merci de votre attention.